Crime en Touraine. Christophe Brault, Fabrice Mauclair. Une nouvelle édition de Crime en Touraine sur France Bleu Touraine avec Fabrice Mauclair, docteur en histoire de l'Université de Tours et professeur d'histoire au lycée Descartes. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous. Alors, Crime en Touraine, c'est en partenariat avec les éditions Sutton. On adapte à la radio deux livres. Le tome 1 est là aujourd'hui, le tome 2 de ce livre aux éditions Sutton. Alors, on voit régulièrement sur France Bleu Touraine le week-end, on raconte des crimes. Là, aujourd'hui, on va pas forcément raconter un crime, si ce n'est peut-être un crime royal. Oui, ou une affaire d'État, ou un crime d'État. Voilà. Là, on voit effectivement la toute-puissance de l'État au Moyen-Âge. Elle existe, et en particulier dans l'affaire qu'on va raconter, le pouvoir royal l'a emporté sur pourtant un pouvoir très important, oui. Un pouvoir de l'Église, en tout cas un membre de l'Église. Et, oui, tout à fait, une affaire un peu particulière, on n'est pas dans les crimes traditionnels. Oui. Mais enfin bon, il y a quand même... Mais il y a quand même, voilà, triste fin et mort d'homme, comme on le verra à la fin. Oui. Alors, l'histoire nous emmène aujourd'hui très loin dans le temps. Nous sommes à l'été 1308. L'arrestation puis le procès des Templiers au début du XIVe siècle. Et c'est sans doute l'un des faits de justice les plus marquants de l'histoire de France. Oui, avec toute l'aura qu'avaient les Templiers et puis toutes les rumeurs qui courent encore aujourd'hui autour d'eux. Oui. C'est une grande affaire, effectivement, l'affaire des Templiers. Et donc, on va voir que le sort des principaux dignitaires des Templiers, ça s'est joué ici, dans notre région. Tout à fait, un moment important. À Chinon et un peu à Tours aussi. Oui. Au château de Chinon, il s'est passé beaucoup de choses. On le verra en toute fin d'émission, avec peut-être des vestiges de l'époque, on n'en est pas sûr. Donc, les Templiers et leur disparition, c'est au programme de Crime en Touraine aujourd'hui. Crime en Touraine sur France Bleu Touraine, comme chaque week-end, avec Fabrice Mauclair, notre professeur d'histoire. Alors Fabrice, on part aujourd'hui en 1308 pour le début de notre histoire. On va parler des Templiers. Avant de commencer, j'aimerais bien qu'on resitue les Templiers. Qui étaient-ils ? Donc c'était un ordre militaire, mais également monastique. Oui. Donc c'était effectivement ce qu'on appelait des moines soldats. Donc une particularité de cette époque. C'est quand même antinomique, moines et pas soldats, tant que ça, non ? puisqu'il y aura d'autres ordres du même genre. Par exemple, les chevaliers de Malte, c'est exactement la même chose. Alors, on est dans un contexte très particulier. On est à l'époque des croisades, et il faut défendre les pèlerins. Il faut défendre aussi les territoires qui ont été conquis, donc dans les fameux États latins d'Orient. Et donc, effectivement, des moines vont prendre les armes et avoir cette double mission, à la fois donc soldats et moines. Mais comment ils avaient un statut particulier au sein de l'armée, des militaires ? Alors, ils avaient un statut particulier. En particulier, ils étaient reconnus et protégés par le pape. Donc ça, c'est pas rien. Donc ça veut dire qu'ils avaient une existence tout à fait officielle. Et ils ont pris, je dirais, de l'importance... par leur puissance financière, ils ont très très vite attiré beaucoup d'argent, on leur a fait beaucoup de dons, et à travers les commanderies qu'ils auront dans toute l'Europe, ils vont devenir une puissance importante, peut-être trop, et ce qui va déplaire à certains. L'argent qu'ils percevaient, c'était l'argent du royaume ou de l'Église ? C'est de l'argent, donc c'est des dons qu'on leur faisait. Et puis ensuite, ils étaient devenus propriétaires terriens, c'était devenu en quelque sorte des seigneurs. Et comme tous les seigneurs de l'époque, ils pouvaient prélever des impôts, prélever des taxes. Et tout ça permettait à l'ordre de s'enrichir et même de devenir un peu prêteur d'argent, manieur d'argent, financier. Voilà, les Templiers étaient devenus une véritable banque à l'époque et avaient un pouvoir financier très important, au-delà de leur pouvoir militaire et religieux. Comment devenait-on Templier ? On était moine déjà, ou on faisait la demande, ou c'était ses pères qui disaient « toi, tu vas devenir Templier ». Alors, il y a ça aussi, puisque dans la plupart des familles nobles, en général, on désigne au moins un des garçons pour entrer dans les ordres, un qui va rentrer à l'armée, et puis l'autre qui va entrer dans les ordres. Donc quand il n'y a qu'un enfant, il fait tout en même temps. Oui, donc ça c'est un petit peu plus embêtant, mais voilà. Donc il y a toujours dans les familles, je vais donner un exemple, alors on n'est pas à l'époque, mais Richelieu, Richelieu donc avait une famille assez importante, et lui au départ était destiné aux armes. Voilà, il aurait dû être militaire, il avait été formé pour ça, et puis finalement, parce que son frère n'a pas voulu de l'évêché de Luçon qui lui était prédestiné, eh bien Richelieu est devenu évêque de Luçon, est entré dans les ordres, ou en tout cas est devenu un homme d'église. Et il y avait un serment à faire pour devenir Templier, il y avait tout un rituel. Bien évidemment, le triple vœu habituel des moines, donc vœu de pauvreté, vœu de chasteté et vœu d'obéissance. Pauvreté... Alors, individuellement, ils étaient pauvres. L'ordre était très puissant et très riche, mais effectivement, individuellement, chacun des moines devait délaisser tout ce qu'il possédait en entrant, ou faire don de ce qu'il possédait au monastère. Mais en tout cas, individuellement, oui, les moines étaient pauvres. Ils étaient nombreux ?
Oui, bien sûr, ils pas, étaient plusieurs milliers oui. à l'échelle de l'Europe entière. Donc avec une double présence, certains étaient présents en Terre Sainte jusqu'à la fin des croisades, et puis d'autres étaient disséminés dans toute l'Europe, et en particulier en France. En France, on a beaucoup de commanderies templières qui ont laissé des traces, et encore dans le paysage, à travers un certain nombre de fermes et de bâtiments, un peu partout en France. Ouais. Ah, ils étaient habillés, on le voit tous, à travers oui, les reconstitutions. On a l'image d'Épinal, voilà, et c'est pas une image d'Épinal, c'est donc le grand costume, la grande tenue blanche avec cette croix rouge, effectivement, qui fait référence à leur protecteur du temple, puisqu'en fait, au départ, on les appelait donc les chevaliers de l'ordre du temple, le temple de Salomon, pour être précis. Donc c'était une milice qui était chargée de défendre en quelque sorte le temple de Salomon, et c'est de là qu'est venue d'ailleurs l'expression templier. On va voir dans un instant que tout va bien jusqu'à Philippe le Bel. C'est un peu ça l'histoire aujourd'hui. Voilà, malheureusement, les Templiers vont se faire des ennemis, et un ennemi en particulier, le roi de France, Philippe IV le Bel. Crime en Touraine. Christophe Brault, Fabrice Mauclair. Crime en Touraine sur France Bleu Touraine avec Fabrice Mauclair, notre professeur d'histoire au lycée Descartes. Aujourd'hui, Crime en Touraine dans le tome 2 du livre aux éditions Sutton. On s'arrête sur l'histoire des Templiers parce qu'en fait, ils vont disparaître. Je le disais tout à l'heure en début d'émission, c'est un peu crime royal, une affaire d'État, et qui a en même temps changé l'histoire de France, tout particulièrement. Et notre histoire aujourd'hui débute à Paris, un vendredi 13. Alors, est-ce que ça a un rapport aujourd'hui avec l'histoire du vendredi 13 Alors, au décodage chance, c'est pas de une chance des hypothèses, effectivement. Oui. Pour le vendredi 13, il y a plusieurs explications, mais celle-ci tient, je dirais, l'accord peut-être pour expliquer, puisque c'est effectivement ce vendredi 13 octobre 1307 que les principaux membres templiers ont été arrêtés. Alors, pourquoi ils sont arrêtés ? Alors, ils sont arrêtés parce que les Templiers déplaisent beaucoup au roi de l'époque, donc Philippe IV le Bel. Philippe IV le Bel qui essaye en quelque sorte d'installer son pouvoir, le pouvoir de la monarchie française. Elle n'est pas encore très solide, on est au début du XIVe siècle. Et depuis quelques années, Philippe IV le Bel est en lutte avec le pape. Et il cherche un moyen, je dirais, d'affirmer sa puissance vis-à-vis de la papauté. Et finalement, il va considérer un certain moment de réflexion que s'en prendre aux Templiers, c'est un moyen d'affirmer sa puissance, de montrer la puissance du roi de France à l'échelle de l'Europe. Mais Philippe le Bel est catholique ? Bien sûr, il est catholique, pratiquant, croyant. Mais justement, il a appris, on lui a raconté certaines choses sur les Templiers. Alors, ils ont deux défauts principaux, ils sont très riches et très puissants, et on lui raconte, alors on ne sait pas si ce sont des fantasmes ou des rumeurs, mais que certains Templiers auraient des comportements peu recommandables. En particulier, ils renieraient le Christ lors de leur entrée chez les Templiers. Ils cracheraient sur la croix du Christ. Donc, puisque pour entrer dans les Templiers, il y avait un rituel. Et donc, ces deux éléments auraient fait partie du rituel. Et puis, on leur reprocherait aussi de pratiquer la sodomie. Pratique fortement blâmable à l'époque vis-à-vis pour l'Église et pour le pouvoir séculier aussi. Donc Philippe IV le Bel, lui, décide d'éradiquer un peu les Templiers, de leur faire la guerre. Il décide de régler le compte de cette grande institution templière, avec peut-être aussi un petit intérêt financier, puisque les Templiers sont très très riches. Oui. Alors, d'ailleurs, les historiens pensent que ce n'est pas la raison principale. C'est plutôt, encore une fois, une volonté d'affirmer la puissance de la monarchie française à l'échelle de l'Europe. Mais si, bien sûr, la France peut récupérer un peu d'argent, c'est pas négligeable. Mais c'est peut-être pas l'explication principale. Donc, il s'agit effectivement d'éradiquer cet ordre en faisant arrêter les principaux dignitaires, dont le chef de l'ordre, le maître de l'ordre, qui s'appelle Jacques de Molay. Mais c'est également tous ses proches, les plus hauts dignitaires de l'ordre, qui vont être raflés, arrêtés. D'ailleurs, ça donnait lieu à une grande organisation. Il a fallu se mettre d'accord un peu partout en France, là où les Templiers étaient présents, à Paris, mais pas seulement, pour que le même jour, tous les Templiers soient arrêtés, incarcérés, et puis ensuite qu'on puisse leur faire le procès. Alors, les grands dignitaires ou dirigeants de l'ordre des Templiers est arrêtés à Paris ? La plupart sont à Paris, d'autres en Normandie, mais la plupart effectivement sont à Paris. Et c'est là qu'on va commencer à instruire un procès, puisqu'on a des charges contre eux. Oui. Donc toutes ces rumeurs, toutes ces histoires qu'on raconte abominables sur eux. Donc on a des témoins, on a des informations. Donc il faut maintenant faire un procès. Et d'ailleurs ça perd pas de temps. À Paris, on sait que dans les premiers mois qu'on suivi l'arrestation, on a pratiqué des interrogatoires, interrogatoires qui ont été associés à des séances de torture. Et on sait d'ailleurs que ces séances ont dû être assez terribles puisque plusieurs Templiers n'ont pas survécu à cette torture. Donc voilà, l'étau s'est resserré, mais on commence le procès contre les Templiers. Et on les envoie quand, Chinois, alors ?
Alors, Après le on procès les envoie. Alors là aussi, l'affaire est un peu complexe, mais pour simplifier, à l'époque, le pape est à Poitiers. Oui. Le pape n'est plus à Rome. Le pape, à l'époque, est du côté d'Avignon. Et du coup, le pape, encore une fois, j'ai rappelé tout à l'heure que les Templiers étaient sous la protection du pape. Et donc, le pape essaye d'intervenir, d'interférer. Voilà. Et il souhaite interroger les Templiers, en tout cas les chefs Templiers lui-même. Bon, ce qu'il ne va pas pouvoir faire. Et finalement, le pape à Poitiers, les Templiers à Paris, donc on va entre guillemets couper la poire en deux, on va se rapprocher de Poitiers, et donc le roi décide d'envoyer les Templiers à Chinon. Alors peut-être qu'il était prévu de les envoyer jusqu'à Poitiers, mais ça va pas se faire parce qu'on va prétexter la maladie de certains d'entre eux, et donc pour éviter un voyage compliqué, on les laisse à Chinon. Et donc ce sont aux tortures, on peut imaginer aussi. Alors c'est non, pas les mêmes, a priori. C'est pas les mêmes. Non, je pense que les dignitaires n'ont pas été torturés pour le coup, on les respecte. Quand même, ce sont des personnages importants. On a dû torturer les Templiers, je dirais, bas niveau, quoi, en quelque sorte. Mais alors, le tribunal syrien à Paris, ils sont condamnés avant de venir à Chinon ou non, pas encore. Le procès est en train de s'instruire, donc en fait, c'est une des phases du procès qui va se dérouler à Chinon. Donc on est au mois d'août 1308, plus précisément entre le 17 et le 20 août. On a un document très précis qui permet de savoir comment s'est passé cet interrogatoire à Chinon, au château. Crime en Touraine sur France Bleu Touraine. Crime en Touraine sur France Bleu Touraine, en partenariat avec les éditions Sutton. On vous propose à la radio d'entendre ce qui a été écrit dans un livre, Crime en Touraine. On est sur le tome 2 avec Fabrice Mauclerc, notre professeur d'histoire du lycée Descartes à Tours. Alors aujourd'hui, on s'intéresse aux Templiers. Alors, c'est pas un crime en soi, c'est un crime, on le dit depuis le début de l'émission, plus royal ou une affaire d'État en tout cas, qui va aboutir quand même à des lourdes conséquences historiques déjà. Donc on a vu que les Templiers, Philippe le Bel IV ne les supporte pas. Il veut qu'il n'y en ait plus, pour faire simple. Il veut leur tête. Il veut leur tête, il veut récupérer leur argent, il veut plus de cette influence des Templiers. Il a face à lui le pape qui se laisse pas faire non plus. Il y a un tribunal qui se réunit. Et puis on décide, comme le pape est à Poitiers, d'envoyer les hauts dignitaires des Templiers à Chinon. J'ai bien résumé. C'est ça, tout à fait. Donc on est autour du mois d'août 1308, du 17 au 20 août 1308. Le pape Clément V a envoyé 3 cardinaux, donc ses représentants, à Chinon. Et donc ce sont ces 3 cardinaux qui vont pratiquer, qui vont procéder à l'interrogatoire donc de ces hauts dignitaires, dont leur maître, le grand maître de l'ordre, donc Jacques de Molay, et 4 autres dignitaires qui l'accompagnent. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Le pape fait interroger ses Templiers, le roi continue de son côté. Comment ça marche ? Alors, on veut. Parce que là, il y a deux influences radicalement différentes. Donc là, le procès, en tout cas, la procédure est menée par les cardinaux. Encore une fois, les Templiers sont sous la protection du pape, donc ça paraît légitime que les cardinaux, représentant le pape, essayent d'en savoir un petit peu plus. Et en l'occurrence, on a vraiment le détail exact des questions posées et des réponses. On va les interroger sur tout ce qu'on leur reproche. Ouais. Donc ce reniement de Jésus, le fait de cracher sur la croix, et puis ces pratiques sodomites, tout ça, on va leur poser des questions très précises. Et on a le détail pour les 5 dignitaires qu'on va interroger. On va leur poser des questions assez crûment, et ils répondent. Alors, ils répondent, mais de manière assez subtile, notamment quand le premier, Rimbaud de Caron, donc quand on lui demande s'il a renié le Christ, il reconnaît avoir renié le Christ, mais, dit-il, non de cœur, mais du bout des lèvres. D'ailleurs, ça sera quasiment tous leur réponse. Ils reconnaissent l'avoir fait, mais du bout des lèvres. Donc, ce qui leur enlève a priori une partie de leur responsabilité. J'en pensais pas un mot, quoi. C'est ça. Donc c'est une manière assez subtile d'avouer sans avouer. Ouais. Donc et ce sera quasiment le cas pour tous. Le deuxième dit à peu près la même chose. Lui, il répond avoir renié le Christ des lèvres et non du cœur. Ouais. Voilà, ils ont tous à peu près la même formule. Quant à l'histoire de pratiques interdites, bien sûr, il nie. Il y en a un qui dit qu'il ne les a jamais pratiqués ni activement ni passivement. Ouais. Par contre, il ajoute, c'est le premier, donc Rimbaud de Caron, qui n'a jamais entendu dire que les Templiers l'eussent pratiqué, sauf 3, qui pour cela furent incarcérés dans un château. Donc encore une forme de semi-aveu. Ouais. Mais lui-même Puis il y en a qui parle aussi à un moment du bout des lèvres. Ils ont tous à peu près cette formule. Le mot en bouche, mais on a un autre qui dit, donc quand on lui demande s'il a renié le Christ, lors de sa réception comme chevalier, il précise qu'il a renié le Christ, mais une seule fois. Oui.
Voilà, donc là aussi une manière Un de accident, un soir de beuverie. Voilà. Et puis par contre, lui, il dit qu'il a refusé de cracher sur la croix. Il reconnaît aussi, parce que c'était des choses aussi qu'on reprochait, on imaginait des rites un peu bizarres, voilà. Il reconnaît effectivement qu'il a été baiser sur la bouche. Oui. Donc il a reçu un baiser sur la bouche, alors qui est au Moyen-Âge quelque chose de très courant. Oui. Quand on rendait l'hommage, quand un seigneur avait un serviteur sous ses ordres, le baiser était le signe de ralliement. Donc voilà, le baiser sur la bouche entre hommes à l'époque n'est pas forcément quelque chose de très surprenant. Donc il reconnaît avoir effectivement été baisé seulement sur la bouche, ce qui entend qu'on avait d'autres idées. Oui. Et quant à la sodomie, il raconte qu'elle ne lui fut jamais imposée et jamais non plus il ne la pratiqua. D'accord. Voilà, donc vous voyez, tout ça, c'est des. Oui, j'ai ressorti les expressions ou les mots tels qu'ils sont consignés dans ce registre. Mais ces dignitaires des Templiers à Chinon sont emprisonnés ou ils vivent dans le château normalement ? Alors, a priori, ils sont emprisonnés au château. C'est une forteresse imprenable. Et il est fort à parier qu'ils ont été, les dignitaires, rassemblés dans la tour du Coudray. On verra pourquoi un peu plus tard. On pense que c'est dans la tour du Coudray que les dignitaires ont été rassemblés. Alors, il y a bien un jugement à un moment. Il faut bien que ou Philippe IV le Bel ou le pape Clément V décident d'éradiquer les Templiers ou de les protéger. Est-ce qu'ils sont coupables ou est-ce qu'ils sont innocents ? Il se trouve qu'à l'issue de cet interrogatoire du mois d'août 1308, eh bien, le pape va considérer que les Templiers, en tout cas les dignitaires qu'on a entendus, ne sont pas coupables et il va les absoudre. Et ça, on le sait grâce à un document assez curieux qu'on appelle le Parchemin de Chinon, qui est un document assez énigmatique et qui a été redécouvert en 2002 simplement dans les archives secrètes du Vatican. Et voilà, c'est un document dont on connaissait l'existence, mais on ne connaissait pas trop le contenu. Et depuis que ce document a été découvert, on sait effectivement, et ça c'est une pièce importante au dossier, que le pape a absous les Templiers. Et pourtant, ça n'a pas empêché Philippe IV le Bel de poursuivre son attaque en règle contre cet ordre. Et c'est là, j'ai envie de dire, qu'est le drame. Oui, tout à fait. C'est là que les choses vont mal se terminer. Voilà, on voit ça dans un instant. Crime en Touraine, Christophe Brault, Fabrice Mauclair. Crime en Touraine avec les éditions Sutton. Aujourd'hui avec Fabrice Mauclair, notre professeur d'histoire au lycée Descartes. Alors, Fabrice, on a vu que des Templiers, les hauts dignitaires des Templiers sont emprisonnés à Chinon. Philippe IV le Bel veut arrêter d'avoir ses Templiers dans les pattes. Il n'en veut plus. Il veut s'en séparer. Puissance un peu trop importante. Qui lui fait de la concurrence. D'un autre côté, le pape Clément V, lui, protège ses Templiers. Il y a eu des interrogatoires. Le pape dit non, mes Templiers sont nickel, il n'y a rien de problème. On ne peut rien leur reprocher. Sauf que Philippe IV le Bel, lui, ne l'entend pas du tout comme ça. Voilà, de son côté, donc, on peut penser que assez rapidement, les dignitaires Templiers sont repartis à Paris. Et à Paris, on va continuer à procéder contre eux. Et en passant un petit peu les détails, finalement, on était en 1808, et c'est en 1812 qu'officiellement, l'ordre du Temple va être dissous et que les Templiers n'auront plus le droit d'exercer, de pratiquer. Alors, la plupart vont être libérés. Ah oui, quand même. Oui, la plupart vont être libérés, ils ne vont pas tous être condamnés, retrouver une vie normale. Certains vont entrer dans d'autres ordres, ou certains abandonner tout simplement entre guillemets la profession. Mais par contre, pour certains des chefs, on a quand même des choses à leur reprocher. Et puis surtout, pour au moins 2 d'entre eux, et pas n'importe lesquels, Jacques de Molay, donc le grand maître de l'ordre, un petit peu comme Jeanne d'Arc quelque temps auparavant, ils vont un petit peu se mélanger les pinceaux entre guillemets dans leur déposition, dans leur défense, et ils vont être désignés et punis comme relapses. C'est-à-dire Donc le relapse, c'est celui qui revient sur ses déclarations. Ah oui, d'accord. Donc c'est ce qui s'est passé par exemple avec Jeanne d'Arc, qui avait avoué puis qui finalement est revenue. Et d'ailleurs, elle a été brûlée pour ça, pour hérésie et pour avoir été relapse. Et pour Jacques de Molay et Geoffroy de Jarnay, eh bien, ils vont tomber dans ce piège de s'être contredits dans leurs déclarations. Et donc, on considère qu'ils sont relapses et qu'à ce titre, ils méritent la mort, ils méritent le bûcher. On rappelle que là, on est tout en haut de la pyramide. C'est peut-être aussi pour faire peur à ceux qui sont en dessous. Peut-être aussi, Jacques de Molay, c'était un peu le symbole de l'ordre du Temple, le grand maître de l'ordre. Et c'était peut-être effectivement la tête à abattre. Et par tous les moyens, peut-être qu'on a fini par le faire tomber. Alors, qu'est-ce qui lui arrive ? Eh bien, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay sont brûlés vifs à Paris, sur l'île aux Juifs, en mars 1374. Donc, comme on brûlait les hérétiques à l'époque. Alors, bien sûr, c'est surprenant quand on sait que ce sont des moines et des hommes d'église. Mais encore une fois, je pense que Philippe IV le Bel voulait absolument en finir avec cet ordre.
Et en condamnant à mort 2 des principaux membres de l'ordre, voilà, il pensait que le symbole serait très fort. Donc c'est la fin des Templiers ? Donc l'ordre est dissous en 1312 et effectivement on peut dire qu'avec le bûcher de mars 1374, c'est la fin des Templiers en France. Alors la fin ou pas tout à fait. Pourquoi ? Ah la fameuse malédiction. Oui, la fameuse malédiction. La malédiction. Donc mais ça on va y venir dans un instant. Avant de venir à la malédiction, quels ont été les rapports ensuite entre Philippe le Bel et Clément V ? J'imagine qu'il y avait un peu d'eau dans le gaz là pour le coup. Je pense qu'il a continué. Alors, il faut savoir que le règne de Philippe IV le Bel ne va pas durer très longtemps, puisqu'il va mourir quelque temps après la disparition des Templiers. Donc, je ne saurais pas trop dire ce qui s'est passé après, puisqu'en réalité, la vie de Philippe IV le Bel est assez courte par la suite. Crime en Touraine sur France Bleu Touraine. Crime en Touraine sur France Bleu Touraine. Suite et fin avec Fabrice Mauclerc, notre professeur d'histoire. Alors aujourd'hui, si vous venez d'arriver, vous arrivez un peu tard, mais vous allez pouvoir retrouver cette émission en podcast sur le site de France Bleu Touraine ou sur le site des éditions Sutton. Alors on a vu que les Templiers ont disparu, que les 2 principaux représentants des Templiers ont terminé sur le bûcher, d'où ce crime, parce qu'en fait, on pouvait rien plus leur reprocher que d'autres, mais on voulait, Philippe le Bel ne voulait plus de Templiers. Il y a, à travers la mort de ces Templiers, une malédiction qui s'inscrit parce que avant de mourir, ils ont, surtout le principal dont le nom m'échappe, Jacques de Molay, avait lui lancé quelque chose qui a eu écho pendant des décennies, dont on parle encore et auquel on croit encore. Je repréciserai les choses. Donc effectivement, on écrit que peu avant de pousser son dernier soupir, donc le dernier grand maître de l'ordre aurait prononcé cette terrible phrase, je vais la citer intégralement: il va bientôt arriver malheur à ceux qui nous ont condamnés à mort, Dieu vengera notre mort. Voilà, donc cette phrase assez terrible, cette fulmination. Alors je vais casser un peu le mythe parce qu'en réalité, on est quasiment certain que cette phrase n'a jamais été prononcée. Cette phrase n'a jamais été prononcée, mais elle a servi à alimenter des livres. Ceux qui connaissent Les Rois Maudits, donc les livres, et puis ensuite la série télévisée se rappellent sûrement de cette scène, puisqu'effectivement, cette fameuse phrase expliquerait la véritable hécatombe qui va toucher les rois de France dans la foulée, puisque Philippe IV le Bel, qui avait 46 ans, va mourir 8 mois plus tard. Bon, alors accidentellement, il est tombé de cheval, mais il aurait eu en fait un accident vasculaire cérébral. Et puis surtout, et c'est là que peut-être que la malédiction va s'appliquer, ses 3 fils, donc on peut dire que c'est ceux qu'on appelle véritablement les rois maudits, vont succéder sur le trône, mais vont être incapables de donner un héritier mâle à la France. Et c'est avec ces fameux rois maudits que la dynastie des Capétiens directs va s'éteindre. Et on va passer à une autre famille, donc on va retrouver une branche des cousins, et c'est là que va commencer l'ère des Valois. Valois d'ailleurs qui n'auront pas au début de leur existence plus de réussite, puisqu'effectivement c'est un ordre, ou plutôt c'est une famille qui va avoir aussi quelques déboires. Mais en tout cas, voilà, certains ont porté crédit à cette phrase en s'appuyant sur les malheurs de Philippe IV le Bel et sur ses fils, même si, encore une fois, désolé de casser un peu le mythe, cette phrase n'a sûrement jamais été prononcée. Oh là là, je suis déçu. Pour se consoler, on peut retrouver éventuellement l'interprétation qu'a fait Gérard Depardieu, qui a interprété donc Jacques de Molay, et qui prononce cette fameuse phrase et qui termine, je crois, par maudit, voilà. Mais encore une fois, cette phrase a sûrement été inventée par des historiens ou pseudo-historiens. Alors on a vu aujourd'hui que les Templiers avaient été interrogés au château de Chinon. Et dans le château de Chinon, aujourd'hui encore, on peut voir des genres de graffitis ou de dessins sur les murs qu'on pourrait prêter à cette époque-là. Donc les Templiers ont disparu, mais ils sont l'objet de différentes hypothèses. Alors on ne parlera pas du fameux trésor des Templiers, ça c'est une autre affaire, mais voilà, ça intéresse beaucoup de personnes. Mais effectivement, tous ceux qui s'intéressent aux Templiers finissent par arriver à Chinon, parce que c'est finalement là, entre autres, qu'ils ont passé un certain nombre de temps. Et il y a effectivement, dans la tour du Coudray, donc là où ils auraient été emprisonnés, on a des graffitis. Toute une série de graffitis, des blasons. On voit également, ou on verrait, parce que ces graffitis parfois ne sont pas toujours très lisibles, on verrait également 3 chevaliers à genoux. Donc chevalier, forcément, on pense tout de suite aux Templiers. Et puis il y a aussi cette inscription, je cite, « Je requiers à Dieu pardon ». Donc voilà, donc tous ces éléments, blason, chevalier, cette phrase, assez rapidement, des spécialistes ou pseudo-spécialistes ont attribué tous ces graffitis aux Templiers.
Autant dire, là encore, malheureusement, que tout n'est pas certain, qu'on n'a pas effectivement la certitude que tous ces graffitis soient templiers, surtout que certains graffitis ont été, semble-t-il, modifiés, surinterprétés. Et je dirais peut-être pour pas trop mouiller dans cette affaire, je vais me permettre de citer Raymond Maudy qui a beaucoup travaillé sur ces graffitis et qui dit la chose suivante. S'il est fort possible, à mon avis, sinon même probable, qu'une partie au moins des graffitis de la tour du Courray sont le fait des Templiers, enfermés là en 1308, il n'existe aucune certification à ce sujet et le problème ne sera sans doute jamais résolu. Voilà, je trouve que c'est une bonne manière de pas trop trancher. Peut-être qu'ils sont templiers, mais on n'a pas la certitude. On peut toujours rêver à l'histoire en regardant ces graffitis. Ouais. Et puis on peut rêver à ce fameux trésor des Templiers qui, a priori, n'a pas été découvert. Qui est peut-être au château, ou qui est peut-être dans ce petit village du sud de la France, près de Carcassonne, l'abbé Saunière, qui avait peut-être découvert le trésor des Templiers. Mais ça, c'est une autre affaire. Alors, cet après-midi, si vous ne savez pas quoi faire, allez au château de Chinon, allez voir les graffitis de la tour du